Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on m'a demandé de venir vous parler de la conciliation santé et performance dans le secteur agricole en particulier. En tout cas, c'est autour de ces questions-là qu'on a pu réfléchir ensemble par le passé avec la MSA. Je vais y revenir. Et puis, avec un certain nombre d'illustrations qui seront proposées par la suite. Alors, peut-être justement pour vous redire un petit peu, donc c'est pas une photo de moi, hein, vous aurez vu. D'où je parle. Donc, je suis psychologue du travail de formation, formé aussi à l'ergonomie, mais plutôt avec des approches relevant de la psychologie du travail depuis 2008. Maître de conférence à l'université d'Amiens. Donc, l'université catholique de Lille, c'est ma grande collègue Hélène Van Compernol avec qui on a fait un certain nombre de formations pour la MSA. Et puis, effectivement, depuis 2018 à peu près, de nombreuses collaborations avec la MSA, notamment autour de la formation des préventeurs. Alors, vous m'excuserez d'utiliser ici préventeur comme un terme générique, à la fois des conseillers en prévention, des infirmières santé-travail et des médecins du travail, à la mise en œuvre des espaces de discussion sur le travail. Donc je reviendrai un tout petit peu sur ce terme-là. Ça sera aussi l'objet de certaines des illustrations dont vous pourrez prendre connaissance par la suite. Voilà, moi ce que je vais vous proposer, c'est d'aborder voilà, 4 questions essentielles. Alors, pour le coup, je vais m'autoriser à aller dans le cliché, c'est ce qui est attendu de l'universitaire. Donc je vais avoir un propos assez théorique, précisément parce qu'on aura ensuite, me semble-t-il, des expérimentations concrètes qui, pour au moins certaines d'entre elles, devraient permettre de se rapporter, dans les deux sens d'ailleurs, aux propos un peu plus théoriques ou globaux que j'aurais pu avoir. Et du coup, ça nous permettra, dans les échanges, d'essayer de lier aussi les deux. Donc je vais peut-être avoir parfois un certain nombre de termes techniques, notamment si je ne veux pas être trop long. Voilà. Vous n'hésitez pas à noter, vous me direz après que ce n'est pas clair, et puis on servira de la discussion pour avoir le temps d'expliciter certains aspects. Cette question, alors vous le disiez docteur en introduction, c'est censé aller de soi, la question du lien santé et performance. Pourtant, on serait presque pas là en fait à en parler si c'était si évident que ça. C'est quand même bien un sujet, on sait et on n'ignore pas, et un certain nombre d'entre vous sont en première ligne d'ailleurs sur ces questions, que en fait, la performance, elle se fait parfois au détriment de la santé, que le travail peut favoriser la santé, mais il peut aussi avoir un impact très important. On a beaucoup parlé de pénibilité au moment de la réforme des retraites, et a priori, on va être réamené à en parler dans les mois qui viennent. Donc c'est que ce qui devrait être indissociable, ce qui devrait aller de soi, en fait, en réalité, est loin d'aller de soi. Et donc, essayer de comprendre un petit peu ça. Et pour essayer de comprendre cette disjonction qui s'opère entre les questions de santé et les questions de performance, je voudrais partir d'abord d'un double constat. Le premier constat, c'est l'oubli du travail. Alors évidemment, je vais m'expliquer. C'est un paradoxe, mais les organisations du travail oublient le travail. Voilà, je l'assène un petit peu, mais je donnerai quelques éléments évidemment pour étayer cette idée-là. Et puis le second constat, alors je l'ai formulé sous cette formule un peu familière, donc pas si universitaire que ça, ils sont bons à rien, parce que voilà, au gré de mes interventions, c'est quelque chose que j'ai entendu assez régulièrement, alors rarement sur la place publique, sur le ton de la confidence, et parfois même dans des relations qui étaient néanmoins bonnes, ou en tout cas, voilà, une vision positive. Mais bon, vous allez voir, ils sont bons à rien, vous allez voir, ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Donc finalement, des représentations assez négatives qui perdurent du management, de la hiérarchie vers les collaborateurs. Alors, le propos ici ne va pas être de dire est-ce qu'ils ont raison ou tort, parce qu'on peut tous avoir en tête certains de nos collaborateurs, et puis voilà. C'est pas avoir raison ou tort, c'est de réfléchir à ce que ces représentations ont comme effet sur le comportement des personnes accompagnées. Donc je m'expliquerai là-dessus. Et à partir de ces deux éléments de constat, c'est d'essayer d'apporter deux alternatives. La question du travail à cœur. Et je m'appuierai notamment sur les travaux d'Yves Clos, qui est un célèbre psychologue du travail que peut-être certains d'entre vous dont vous avez déjà entendu parler. Et puis la question de la délibération sur le travail, les fameux espaces de discussion sur le travail. Donc là aussi, on va les reprendre de façon un peu plus théorique. Je ne rentrerai pas dans les méthodes, vous serez frustrés de dire c'est sympa, mais comment on fait? Et c'est là que mes collègues interviendront, et donc tout ça sera parfait. Voilà, et puis juste quelques conseils lecture à la fin, si vous voulez pousser tel ou tel aspect. Ça compte pas dans les 20 minutes du coup. Parce que
Donc un management éloigné du travail, hein. Donc c'est vraiment le point de départ à cause de la multiplication des procédures de contrôle, de l'accumulation d'un certain nombre de normes, le développement des procédures de reporting, la généralisation des objectifs individualisés. Tous ces éléments mis ensemble éloignent à la fois tant les dirigeants que les opérationnels eux-mêmes du cœur de leur métier. Pour le dire finalement assez simplement, voilà. Et combien de managers vivent ça? On passe plus de temps sur notre ordinateur, sur le tableur Excel, que sur le terrain directement. Et voilà, ce n'est pas le fruit du hasard, hein, c'est notamment le développement de tout un ensemble de processus de gestion. Parfait. Voilà, pour le dire un peu vite, je ne vais pas développer ça, mais on pourra, si vous le souhaitez, l'aborder dans la discussion. On peut désigner un coupable, hein. Effectivement, ça n'est pas les managers eux-mêmes, j'y reviendrai, mais c'est ce qu'on peut appeler la bureaucratie gestionnaire, hein, et on pourrait, voilà, si on avait 2 heures devant nous, refaire l'histoire un peu de l'organisation du travail depuis la révolution industrielle, et que ça soit sous l'effet de la bureaucratie d'un côté, du néo-taylorisme de l'autre, eh bien, on a ces effets conjoints, finalement, de mettre une distance entre ceux qui organisent le travail et puis le travail lui-même, et donc de faire disparaître le travail de l'organisation du travail. On pourrait parler aussi, mais même chose, hein, je le laisse un petit peu de côté, mais néanmoins, c'est aussi des déterminants macroéconomiques, hein, et là, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'entre vous qui le vivent. Et voilà, l'exacerbération de la concurrence, la globalisation de l'économie fait que pour beaucoup de dirigeants, ben voilà, la priorité, c'est d'abord la santé financière de l'entreprise, et quand on est extrêmement préoccupé par rapport à ça, même si on en aurait la volonté, être aussi préoccupé envers les employés, on ne peut pas tout faire, hein. Donc on parle beaucoup de surcharge cognitive, ça c'est un point, à mon sens, c'est que tout ça, ça crée une forme de saturation cognitive pour les dirigeants qui explique en partie, bien plus, je crois, qu'un prétendu manque de volonté, cet éloignement possible du management du travail. Si tu enlèves la petite flèche, ça va se... Voilà. Donc voilà, c'est un management tenu éloigné du travail, hein. Je ne le vois pas comme des managers qui volontairement s'en tiennent éloignés. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences puisque le travail réel est mis à mal. On en reparlera ensemble, hein, pour le dire schématiquement et rapidement. Il y a 2 sorts qui lui sont globalement réservés. Soit il est réprimé, hein, donc c'est les modèles néo-tayloriens, c'est-à-dire une croyance tellement forte dans le travail prescrit que voilà, les écarts à la norme sont chassés, le travail réel, l'activité doit en tout point correspondre à ce qui a été défini par le prescripteur. Et lorsqu'il n'est pas réprimé, finalement, il est ignoré. Hein, puisque ça, c'est par exemple le management par objectif, mais aussi l'entreprise libérée, par exemple, dont je ne parlerai pas, mais c'est peut-être un modèle que vous avez en tête, où on passe d'un extrême à donner énormément d'autonomie, mais du coup, on ne se préoccupe plus véritablement du travail réel. En gros, c'est fais comme tu veux, voilà, fais ça et fais comme tu veux. Mais du coup, débrouille-toi et reste seul face aux difficultés qui peuvent survenir dans l'exercice de ton travail. Alors tout ça, ça engendre de multiples symptômes, des marges de manœuvre réduites, et là encore, à la fois pour les managers, particulièrement pour les managers de proximité, mais y compris pour des dirigeants dont les responsabilités sont plus larges, des marges de manœuvre réduites évidemment pour les opérationnels eux-mêmes, en raison de l'accumulation de toutes ces normes. Ça conduit aussi, et ça c'est sans doute l'un des éléments les plus graves, on y reviendra, à une représentation simplificatrice du travail réel, hein, puisque quand on voit quelque chose de loin, dans tous les domaines, on en a toujours une représentation simplifiée, et plus on ignore le travail de l'autre, et on y reviendra peut-être, plus on a tendance à se dire bah, c'est facile, voilà. Et ça vient de cet éloignement. Et c'est aussi, dernier point sur lequel j'insisterai, l'étouffement de la subjectivité du travail. Hein, là aussi, je n'aurai pas le temps de développer, mais le travail, c'est aussi le travail vivant. Hein, ce n'est pas juste l'accumulation de normes, de procédures, c'est des personnes qui le réalisent. Ce qu'elles font les affecte. Hein, ça peut être source de fierté, ça peut être source de frustration. Et ces éléments-là, là aussi, tendent à être étouffés. Et donc, tous ces symptômes ont, en bout de chaîne, des conséquences assez lourdes que vous connaissez bien. La question du manque de reconnaissance, sur laquelle on revient souvent, mais parfois on n'y met pas un contenu très très concret. Le manque de reconnaissance, c'est notamment cette invisibilisation des efforts que font les personnes. Je me démène pour essayer de faire mon travail correctement face à tout un ensemble de contraintes. Et c'est lorsque je ne vais pas y arriver que, boum, la sanction va me tomber dessus. Mais toutes les fois où j'arrive à vaincre ces difficultés, bah, finalement, ça reste assez invisible.
Des pressions à la conformité, bah ça on va passer, je suis déjà en retard. Des pressions à la conformité qui vont entraver les possibilités d'initiative des personnes et donc le gisement d'innovation pour les entreprises. Donc on voit bien aussi là très clairement le lien avec la performance. Et puis à nouveau, ces deux extrêmes qu'on repère assez souvent, hein, soit des tendances à un excès de cadre, où le cadre ne devient plus facilitant pour le travail mais devient une contrainte, ou au contraire, on bascule dans l'autre versant et une absence de cadre. Et ce n'est pas mieux non plus parce qu'on a besoin de cadre, j'y reviendrai, pour pouvoir faire le travail correctement. Donc ça, c'est le premier constat sur l'oubli du travail. Le deuxième constat, c'est cette persistance de représentation négative. Alors, dans les deux sens, je vais me centrer plutôt ici sur les représentations de la hiérarchie des managers, des dirigeants envers leurs collaborateurs, mais évidemment, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. On pourrait parler aussi des représentations entre les pairs dans les équipes. Je vais me centrer essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler les représentations descendantes pour insister sur le fait qu'elles ont un pouvoir qu'on appelle performatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense quelque chose de telle façon, eh bien s'enchaîne, et je ne développerai pas forcément ça, mais on y reviendra, tout un ensemble de mécanismes d'interaction entre les personnes qui vont augmenter la probabilité que la prédiction se réalise. C'est ce qu'on appelle en psychologie les prophéties autorisatrices. On les a d'abord montrées avec les enseignants, par exemple. Vous avez dû en entendre parler. Si un enseignant est persuadé que tel élève est mauvais en maths, il va lui renvoyer cette image-là, l'élève va se décourager, réduire ses efforts, ses résultats vont effectivement être réduits. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les prophéties autorisatrices peuvent être aussi positives. Si on est persuadé que l'élève est bon, alors on va générer chez lui un comportement de plus grande implication. Eh bien en fait, ce qui fonctionne dans la relation enseignant-élève, ce qui fonctionne dans la relation de couple, je ne ferai pas de digression, mais on l'a montré aussi dans ce cadre-là, eh bien ça fonctionne aussi dans la relation entre le hiérarchique et ses équipes. Quand on part de l'idée que les travailleurs n'auraient pas la volonté de bien faire, on interagit avec eux de cette façon, on met en place des mécanismes de contrôle qui conduisent plutôt à se désengager, à se dire finalement, si voilà, mon chef est persuadé que de toute façon, je ne fais pas mon maximum, je vais essayer un petit peu, mais la représentation négative ne bouge pas, je lâche l'affaire assez rapidement. C'est pour ça que je parle d'hypothèses qui s'auto-alimentent. Et c'est pour ça que mon propos, ce n'est pas tant de dire est-ce qu'on a raison ou pas en tant que dirigeant, moi en tant qu'enseignant, voilà, d'avoir des représentations négatives d'un collaborateur ou d'un élève. On a nos raisons et elles sont... Voilà. C'est simplement que si on laisse ces représentations négatives, si on n'essaye pas quelque part de les dominer et de les empêcher, en fait, elles vont renforcer ce qu'on cherche à éviter. Et ça, cette représentation négative, elle est quand même assez profonde parce qu'en fait, elle est le fondement idéologique, parce que c'est plus idéologique que réellement scientifique, de la séparation entre les décideurs d'un côté et les exécutants. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de raisons que certains décident tandis que d'autres ne participeraient pas aux décisions, si ce n'est sur le présupposé qu'ils n'auraient pas nécessairement les compétences, l'implication, les qualités pour participer à ces décisions. Et le problème, parce qu'encore une fois, on peut voir les choses comme ça ou autrement, si c'est question d'idéologie, la science n'a pas à se prononcer là-dessus, le problème, c'est que ça a des effets dramatiques. Ça a des effets dramatiques sur l'implication au travail, ça a des effets sur l'efficacité des décisions qui sont prises parce qu'elles ne sont pas suffisamment en connexion avec ce qui remonte du terrain. Donc on peut être un chef brillant, mais on n'est pas omniscient. Et donc, si on n'a pas cette capacité d'avoir les relais d'information, forcément, les décisions vont être altérées. Et puis, ça a aussi des effets sur le développement des compétences, puisque si on part de l'idée qu'on est sur des collaborateurs un peu poussifs, forcément, on ne va pas mettre comme une priorité première de développer leurs compétences. Et là aussi, vous voyez bien, au-delà de la santé, l'impact que ça peut avoir sur la performance. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une hypothèse de départ positive, c'est-à-dire de partir de l'idée que les travailleurs sont préoccupés de la qualité de leur travail, qu'ils n'ont pas besoin, comme on l'a longtemps pensé, y compris en psycho d'ailleurs, d'une carotte ou d'un bâton, comme des automates qu'on ferait avancer. Ils ont des ressorts, des motivateurs internes. Et si tu peux juste mettre la croix rouge, juste la dernière. Ouais. Mais évidemment, il y a des conditions. Il y a des conditions pour ce travail bien fait, pour cette implication dans le travail. On identifie essentiellement trois. La question du sens, on en parle souvent, donner du sens à ce qu'on fait. La question d'avoir les ressources pour faire face aux exigences de l'activité. Et on verra que c'est notamment là-dessus, sur cette question de l'allocation des ressources et de l'identification du manque de ressources,
que se situe la valeur ajoutée fondamentale, à mon sens, hein, d'un management qui chercherait à concilier santé et performance. Et puis la question de la reconnaissance, hein, telle qu'on l'explicitait tout à l'heure. Sens, autonomie, compétence et reconnaissance. Et j'en viens, puisque je suis évidemment pas trop en avance, sur quelles alternatives on peut essayer de dessiner et qui en partie hein, vont voilà, avoir nourri finalement les expérimentations qui vous seront présentées par la suite. D'abord, c'est d'avoir tous un même objectif bien défini, d'être clair là-dessus, qui est la question de la qualité du travail. Et d'ailleurs, par la suite, je parlerai beaucoup plus souvent de qualité du travail que de performance. On en reparlera tout à l'heure, mais le terme de performance, c'est quand même un terme un petit peu valise. Voilà, quel type de performance? Par exemple, la performance financière, elle n'est pas nécessairement synonyme de qualité du travail et ça peut même aller dans des directions contraires. Par contre, si on prend par performance la question d'un travail de qualité, d'un travail bien fait, alors là, on a la possibilité d'un liant entre la question de la santé et la question de la performance, puisqu'on a, nous aussi, beaucoup de travaux en psychologie qui montrent que ce sentiment de faire un travail de qualité est un déterminant important de préservation de la santé. Hein, quelque chose, par exemple, un déterminant important de l'épuisement professionnel, c'est, voilà, on parle beaucoup d'autres choses parfois, mais ça, c'est un élément vraiment important qui est, j'ai le sentiment de ne pas réussir à faire un travail de qualité, et ce n'est pas de temps en temps, ça devient chronique. Et l'impact sur la santé se déroule par la suite. Donc je ne développe pas, mais j'ai mis sur la diapo que vous voyez plus ou moins bien d'ailleurs, un modèle de la compétitivité qualité, parce que ça pose aussi ces questions-là. Hein. C'est quoi être compétitif? Et là, on parle qu'être compétitif, c'est faire un travail de meilleure qualité que le concurrent. Et ça veut dire aussi sortir de modèle de compétitivité coût. Hein, être compétitif, c'est être moins cher que le concurrent. Mais forcément, c'est peu compatible avec tout ce que je vais vous présenter par la suite. Hein, donc je ne développe pas, mais il faut avoir quand même ce présupposé-là en tête. Donc ça implique de se préoccuper du travail réel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se préoccuper du travail réel? C'est le travail, hein. Il ne s'agit pas tant de prendre par la main les travailleurs comme des enfants, c'est précisément pas ce qu'il faut faire, mais c'est quelle régulation on va opérer, quelles ressources développer pour faciliter le travail. Hein, quelque part, ça tient en une question relativement simple, et on verra qu'autour de cette question, on peut développer tout un ensemble de méthodologies pour aller, voilà, avoir des moyens concrets pour pouvoir aboutir, dérouler cette ficelle-là. Mais l'idée de départ, c'est ça. Quelle régulation opérer? Hein, donc on entend bien que le travail de qualité, ce n'est pas un travail dérégulé. Hein. C'est pour ça qu'on a quelques critiques avec l'entreprise libérée. Bon, faites comme vous voulez, vous êtes autonome, on supprime la hiérarchie, ça ne sert à rien. Non, la hiérarchie, c'est fondamental. Mais des règles, non pas pour contraindre le travail, mais des règles pour faciliter ce travail. Et là, elles sont présentes. Hein, elles sont présentes parce qu'on a beaucoup de discours qui sont soit j'ai trop de contraintes, mais comme je le disais tout à l'heure, on a aussi beaucoup de discours, je suis trop laissé voilà, dans la nature. C'est modifier les rapports entre la règle et l'activité, hein, travail prescrit, travail réel. C'est adapter le prescrit au réel, donc c'est cette idée-là, hein, c'est-à-dire de partir des besoins du travailleur, de son activité, des travailleurs au collectif, on reviendra sur la dimension collective du travail, et de se dire que voilà, finalement la fonction de la hiérarchie, c'est pas de venir mettre un cadre dans lequel cette activité devrait à tout prix rentrer au point de se comprimer, mais c'est de créer un cadre qui est fait sur mesure par rapport aux besoins de cette activité. Ça n'est pas supprimer le prescrit, c'est adapter le prescrit aux besoins de l'activité. Et notamment, et ça je pense que c'est vraiment l'un des aspects fondamentaux, mais ça prend du temps, et donc il faut pour ça que les managers, et en particulier la hiérarchie de proximité, aient du temps à consacrer sur le terrain. Hein. C'est pour ça que je démarrais sur des constats de qu'est-ce qui empêche les managers de pouvoir y consacrer autant de temps que ça serait nécessaire. Eh bien, c'est de recenser tout ce qui entrave la qualité du travail. Et là, on revient sur des choses d'écoute, voilà, d'être profondément à l'écoute de ce que remontent les salariés, des plaintes qui sont, et qui révèlent très souvent, quand on dépasse un peu le registre de bon, c'est toujours les mêmes qui se plaignent, quand justement on évite de retomber sur des représentations négatives et qu'on analyse ces plaintes, en fait, on voit très souvent que ça révèle ce que nous, on appelle du travail empêché, hein, qui va pouvoir se formuler autrement, mais ce nouveau, voilà, je n'ai pas les moyens de faire mon travail correctement, ça crée des conflits de valeurs, ça crée un impact négatif de mon travail sur le plan subjectif. Et donc voilà, le rôle du manager, c'est pas tant est-ce que vous allez bien, hein, c'est est-ce que tu as les moyens de bien faire ton travail aujourd'hui.
Et si les managers pouvaient passer un temps considérablement plus important à poser cette question individuellement, collectivement aux membres de leur équipe, et ben cette association qui s'est un peu déconnectée entre santé et performance, à mon sens, c'est là qu'elle pourrait retrouver la voie de se réunifier. Et dernier aspect que je voulais aborder avec vous, la question de la délibération sur le travail. Je vous mettrai notamment une référence, pour parler de l'entreprise libérée, qui est un modèle qui était beaucoup en poupe, que je vous expliquais pourquoi il avait un certain nombre de limites. Nous, on parle plutôt d'entreprise délibérée. Délibérée dans le sens de la délibération. Et d'ailleurs, on utilise le terme d'espace de discussion sur le travail parce que c'est le terme de l'ANI sur la santé de 2013, c'est le terme de l'ANI 2020. En réalité, si on veut dire ce que c'est un espace de délibération. C'est-à-dire que ce n'est pas discuter pour discuter, c'est la discussion en soi a déjà un effet, parce qu'elle permet de recréer du collectif, mais elle est utile quand elle mène vers la délibération, c'est-à-dire quand elle nourrit véritablement les processus de prise de décision, lorsqu'elle est ce moyen qui permet d'adapter le prescrit au réel. Donc élaborer collectivement, élaborer quoi? Eh bien, définir dans la concertation les critères et les modalités du travail bien fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aspects qui gagnent à être mis en discussion, mais le cœur, nous semble-t-il, de la qualité de vie au travail, le cœur de la santé, mais en fait aussi le cœur d'une performance qui serait une véritable performance partagée, c'est ça. La définition concertée, en mobilisant les différents métiers, en mobilisant les différents niveaux hiérarchiques, des critères du travail bien fait et des modalités. Qu'est-ce que c'est que bien faire son travail et comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Donc ça passe par ces fameux espaces de discussion sur le travail. Comme je suis déjà à 20 minutes, je ne vais pas développer et puis on va les illustrer juste après. Juste préciser que ces espaces de discussion sur le travail ont bien pour fonction de rendre visibles les tensions dans le travail pour y apporter des solutions. Mais il ne s'agit pas, même si on a le droit aussi, voilà, simplement d'être ensemble pour partager toutes nos réussites et puis de rester sur la dimension un petit peu consensuelle. Parce qu'en fait, c'est précisément les tensions du travail qui nous montrent les potentiels à la fois d'amélioration de la santé, mais aussi d'innovation. C'est là où on voit ce qui coince, c'est là où on voit ce travail empêché, c'est là où on voit ces frustrations. Et donc, il ne faut surtout pas avoir peur de mettre ça sur la table. On se dit parfois, mais si on met les tensions sur la table, alors là, on ne va plus rien contrôler. En fait, nous, ce qu'on observe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire lorsque ces désaccords ne sont pas confrontés au sens sain du terme, ce n'est pas un conflit, la confrontation, c'est juste deux personnes qui expriment des points de vue différents. Quand ces différences ne sont pas confrontées, c'est là qu'elles dégénèrent en conflit. Et c'est là qu'elles peuvent se cristalliser parfois de façon assez considérable avec le temps. Une discussion qui doit être aussi libre que concrète. Libre, parce que si dès le départ on dit, bon, on échange avec le collectif de travail voilà, autour de leurs préoccupations, mais en gros, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, vous n'abordez pas ça, en fait, la discussion, elle se freine tout de suite parce que le travail, c'est un liant, en fait. Il va toucher aux questions de compétences, il va toucher aux questions de formation, il va toucher aux aspects matériels d'organisation du travail. Donc, on rentre par une question, mais en fait, on va faire des liens avec tous les déterminants ensemble. Mais concrète, extrêmement concrète, c'est de partir du quotidien de travail des personnes. Et là aussi, on pourra rediscuter ensemble de quelles méthodes permettent de faciliter ça. Ce n'est pas une discussion hors sol comme je suis un peu en train de faire, c'est une discussion ancrée véritablement dans des situations précises. Et donc, je le disais, espace de délibération, de la discussion à la décision. Alors ça implique deux choses. Ça implique d'abord, et ça rejoint ce que je disais sur les représentations, de réhabiliter l'expertise des opérateurs, des travailleurs, des professionnels dans la participation aux décisions prises sur leur travail. Et donc de partir, de se présupposer. Ils ont des compétences, leur avis compte dans les décisions qu'on prend et qui vont impacter leur façon de travailler. C'est aussi simple que ça, mais c'est pour ça que j'insistais sur la question des représentations, parce que quand on n'arrive pas vraiment à adhérer à ça, quand on n'arrive pas à faire le pari de se dire « Ok, c'est comme ça qu'on va essayer d'organiser le travail », en fait, ça coince toujours et c'est un peu surfait. Et puis, voilà, espace de décision. Alors, ça ne veut pas forcément dire, et je conclue vraiment là-dessus, que l'espace de discussion lui-même est l'espace décisionnaire, qu'on doit prendre toutes les décisions au vote, par exemple, ou que sais-je. Encore une fois, le manager garde son pouvoir hiérarchique, garde son pouvoir d'arbitrage, dont on verra qu'il est assez souvent nécessaire, quand un consensus n'émerge pas. Mais l'espace de discussion doit être relié à cette prise de décision. C'est-à-dire que la décision peut être tout à fait individuelle. Par contre, elle s'est nourrie
des échanges collectifs qui ont eu lieu dans les espaces précédents. Il n'y a pas une déconnexion entre ce qui s'est dit et puis les décisions qui sont prises par la suite. Et je me tais, parce que le temps est écoulé. Voilà, vous verrez, mais quand vous aurez le support, hein, quelques lectures qui sont assez facilement accessibles sur la délibération, sur le travail, sur cette question de mettre le travail au cœur de l'organisation. J'ai mis aussi un petit article, parce que nous, on a tellement l'habitude, les psys et les ergots, là, travail prescrit, travail réel. Voilà. Si ce n'est pas si clair, cette affaire-là, vous trouvez ce petit article en accès libre sur Internet.